Rebonjour. Alors, on va enchaîner sans plus tarder avec une avant-dernière partie. Donc, j'invite à me rejoindre ici les différents intervenants, Madame Flora Antajan et Madame Céline Bappel. D'accord. Donc vous allez nous parler de la coopération entre XAPA et CJC, ensuite, et CMP, pardon. Ensuite, il sera question de concertation pluriprofessionnelle avec le docteur Amandine Luquens. Et puis, on aura un cas clinique avec le docteur Federico Caro Rojas. J'espère que je dis bien votre nom. Et enfin, il sera question d'innovation avec le DAC 11. Et là, ça sera Madame Brigitte Albert et Monsieur David Cerdera. Je pense que tout le monde est là. Ah oui, d'accord. Ok. Ce sera après. Donc, je vous laisse la parole pour le binôme CMP-XAPA. Alors, je suis Céline Bappel, infirmière au centre médico-psychologique de la Grave, CHU Toulouse. Nous avons décidé de vous présenter le cas de Alexandra. Alexandra, qui est une jeune femme de 30 ans, qui est célibataire, sans enfant, qui est d'origine de Pau et qui est arrivée sur la région toulousaine en 2012. Cette jeune femme a obtenu un bac économique, a fait une première année de faculté d'éco et a ensuite travaillé quelque temps à la Poste grâce à sa maman qui y travaille aussi. Elle a ensuite fait quelques petits boulots en restauration et actuellement ne travaille pas et a investi des cours de flamenco. Elle vit chez sa mère, personne ressource et qui la soutient dans ses soins. Son père est décédé en 2016 et elle avait peu de relations avec lui. Nous, au CMP, nous avons rencontré Alexandra lorsqu'elle avait 21 ans, à la sortie de son hospitalisation en ASTT en avril 2015. Le motif d'entrée d'hospitalisation de cette patiente était un épisode psychotique sous toxique. À sa sortie, le psychiatre préconise un double suivi CMP-XAPA devant la complexité de la situation de santé de la patiente. Je vais passer la parole à Flora, ma collègue du XAPA, pour qu'elle en dise un peu plus sur la situation addicto. Merci. Oui, donc moi je suis Flora Antajan et je suis infirmière au XAPA Maurice Did à la Grave. Donc on rencontre Alexandra assez tôt, hein, c'était, enfin plus tôt qu'au CMP, c'était en première intention, c'était en janvier 2015. Son histoire, l'histoire un peu des conduites addictives, donc elle commence à 13 ans du cannabis jusqu'à 10 joints par jour et au lycée. À 20 ans, elle prend des opiacés, d'abord en sniff, puis IV. C'est du Skénan, 50 mg par semaine. C'est encore, là, au début, c'est occasionnel. À 21 ans, elle a des consommations quotidiennes depuis qu'elle travaille comme serveuse près de la gare. Il faut savoir qu'en plus, bon, quand on est près de la gare à cette époque-là, il y avait beaucoup de tentations. Et elle prend 200 à 600 mg de Skénan par jour en IV. Puis à côté de ça, elle fait des rave parties le week-end et elle va consommer cocaïne, MDMA, LSD, kétamine. Et à savoir qu'elle a fait 2 overdoses, dont une assez importante à la kétamine. Quand on la rencontre, elle prend 3 joints de cannabis par semaine, un paquet de cigarettes, de l'alcool aussi de façon occasionnelle, et elle est de 50 à 200 mg de Skénan, toujours injecté. Là, on constate un changement de comportement, de caractère. Elle se trouve moche, elle commence à perdre confiance en elle, elle a honte, et il y a un éloignement petit à petit de ses amis. Enfin, elle s'éloigne de ses amis, mais ses amis s'éloignent d'elle aussi. En première intention, comme soin, on lui propose un sevrage en ambulatoire. En mars 2015, là, elle est hospitalisée à la demande d'un tiers qui est sa mère, à l'UF1, en psychiatrie, donc sur Toulouse, pour un épisode psychotique aigu, avec des consommations d'amphétamine et de cristal meth injectés. Il y a 2 épisodes psychotiques avant celui-là, dans un contexte de prise de LSD, donc toujours quand même sous-produit.
Elle est mise sous Ipraxa, puis Abilify, parce que sous Ipraxa, il y a une prise de poids. Et ensuite, elle est suivie en hôpital de jour. Et là, il y a le début également à la demande de la psychiatrie. Et nous, on est bien contents aussi d'un suivi au CMP à la Grave. Et à savoir en plus que ce qui est bien, c'est que le XAPA Maurice Dide à la Grave est à côté du CMP de la Grave. On est à la Grave, on travaille ensemble. Enfin, à côté. Ensuite, il y a une interruption de suivi de mars 2015 à septembre 2016. Et on la retrouve, Alexandra, sur le centre Dide, et elle a été mise sous méthadone. Donc elle est sous substitution par méthadone en mars 2016, et elle a été mise par le CASA 65, donc c'est pas nous qui avons initié la méthadone. En septembre 2016, elle a un suivi sur le centre Dide, sur le XAPA, avec ce relais méthadone. Là, pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, voire des années, elle n'aime pas prendre cette méthadone. Elle dit que c'est une drogue comme les autres, et elle veut toujours la diminuer pour l'arrêter. Et on se rend compte que la méthadone l'aide beaucoup dans son trouble psychiatrique. Très souvent, quand elle diminue la méthadone, il y a une hospitalisation qui vient derrière, et elle va souvent donc sur l'UFA en psychiatrie. Il y a son papa qui décède effectivement là en juin 2016, et là on retrouve de la tristesse et des prises d'alcool occasionnelles. En novembre 2016, elle est hospitalisée en psychiatrie pour décompensation délirante. Elle est mise sous zéro quel. En 17, il y a des délires sur un copain romain, mais c'est vraiment des réels délires. C'est très envahissant. Elle a plusieurs hospitalisations qui vont suivre, avec pour nous une demande de reprendre la méthadone à dose adaptée. On fait beaucoup de liens en liaison avec elle, où une infirmière du centre Dide va la voir régulièrement sur la psychiatrie. Donc c'est maintenu, le lien est gardé. Et actuellement, donc, Alexandra est suivie au centre Dide une fois par semaine pour la délivrance de la méthadone. Donc on lui confie sa méthadone pour la semaine. Elle est à 60 mg de méthadone. Elle a accepté de réaugmenter la méthadone à 60 mg. Et elle y est bien, elle se rend compte qu'elle est bien stabilisée. Et là, elle ne parle plus de descendre, elle reste à 60 mg. C'est sa mère chez qui elle vit qui lui fait son pilulier pour la semaine, puisqu'elle a le traitement du CMP et la méthadone. Elle fait une analyse urinaire une fois par mois où on ne retrouve pas du tout de prise de produits à côté. Donc voilà, on ne voit pas de consommation. Elle a une consultation médicale avec le docteur Navarro une fois tous les 3 mois. Et elle a une très bonne alliance avec le centre Dide. Elle se plaît à avoir des liens intimes avec nous. Elle parle des enfants, de la santé, que ce soit la sienne ou la nôtre, des passions, des habits, des photos. Voilà. Comme disait Céline aussi, elle est passionnée par le flamenco. Elle a un cours une fois par semaine et elle a participé au gala de fin d'année. Et à côté de ça, on surveille plus ou moins, elle a beaucoup d'achats compulsifs de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs. Elle aime beaucoup se montrer tout ça. Elle est très attachée à son apparence. Voilà, et nous sommes très en lien donc avec le CMP. Nous ne prenons pas de décision de changement de traitement ou autre sans concerter le CMP. Et Alexandra semble s'y retrouver dans cette prise en charge. Donc voilà. Je reprends la parole pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du CMP. Donc le suivi pour Alexandra est d'abord réalisé dans un premier temps par un médecin. Aux entretiens, Alexandra se plaint surtout d'angoisse, de tristesse. Les idées délirantes sont présentes, contenues et parfois critiquées. L'accompagnement infirmier est mis en place par la suite pour une étroite surveillance de l'humeur dans un contexte d'introduction d'antidépresseurs. L'alliance thérapeutique à mon niveau n'est pas facile à trouver et à créer. La patiente est méfiante, interprétative, persécutée. Elle rate régulièrement les entretiens infirmiers. Dans son parcours de soins, comme a dit Flora, elle est régulièrement hospitalisée, presque une fois par an, sur des ruptures de thérapeutique. Le diagnostic pour Alexandra est tombé, c'est une schizophrénie dysthymique. Ça a été posé au cours de plusieurs hospitalisations répétées. L'accroche aux soins a pu se faire après de multiples rencontres sur les unités de soins en hospitalisation et aussi lors des rendez-vous médicaux au CMP. Au fur et à mesure, je commence à connaître Alexandra et je comprends qu'il lui faut aussi un cadre souple. Je m'appuie alors sur sa venue au XAPA, une fois par semaine, pour m'aider à la rencontrer. Je lui demande de venir, de me donner simplement de ses nouvelles, pour juste savoir un petit peu comment elle va.
J'ai ainsi pu construire cette alliance thérapeutique grâce à ces rencontres informelles. Aujourd'hui, le cadre de soins au CMP a évolué et là, nous sommes sur un rendez-vous conjoint médecin-infirmier une fois par mois. Elle ne vient plus me voir en rendez-vous informel infirmier. Elle sait qu'elle peut toujours le faire, mais depuis sa dernière hospitalisation, elle a fait le choix. Enfin, en tout cas, elle ne souhaite pas le continuer. À notre niveau, nous évaluons souvent donc son humeur et l'impact de son trouble sur son quotidien. Nous lui prescrivons de la clozapine, du théralide, de la sertraline, enfin plein de molécules. Actuellement, Alexandra présente un délire contenu, une humeur stable. Elle a un traitement qui la sédate, elle peut aussi s'en plaindre. Cependant, lorsque nous observons une baisse de l'humeur, nous interrogeons souvent le changement dans son environnement et aussi peut-être le changement de la modification du dosage de la méthadone. Parce que parfois, Alexandra aussi décide de son côté de baisser la dose sans nous en parler. C'est alors que nous prenons contact avec le XAPA et pour nous aider à comprendre la situation clinique et pour aussi ajuster les traitements. Voilà. Merci de votre écoute. Merci pour ce bel exemple de collaboration. Je pense que ça répond un petit peu aux questions qui ont été posées depuis le matin, notamment aux difficultés qui se posent sur la prise en charge des pathologies duelles. Donc je pense que c'est une des solutions, c'est-à-dire la collaboration entre les structures. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oh, je vois pas une main levée. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner avec les exemples de collaboration avec le docteur Amandine Lukens. Rebonjour, remercie du coup de m'avoir convié et merci de m'écouter à nouveau cet après-midi. Donc voilà, je voulais vous parler d'un autre... voilà, on essaye tous d'inventer un peu des choses pour mieux collaborer, si je devais résumer un peu cette table ronde. Donc du coup, je vais vous présenter, merci, une autre modalité qu'on a essayé d'inventer ces derniers temps pour favoriser les échanges entre les départements, enfin les services de psychiatrie et d'addictologie sur le CHU de Nîmes. Et donc en particulier autour de la création d'un staff psychiatrie addicto qui en fait est parti donc d'un constat clinique qu'on fait tous, je pense aujourd'hui, de cette pathologie duelle et des difficultés dans la fluidité des soins, des adressages et de la compréhension réciproque, soit du côté de la psy ou de l'addicto en fait de la clinique et de la tolérance, on va dire, à la complexité de nos propres patients. De la part de nous soignants. Donc voilà, sur ces constats, en fait, on a créé en collaboration donc avec notre service dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je ne vous représente pas notre dispositif, mais avec un des départements, un des services, une des unités du pôle de psychiatrie du CHU de Nîmes, qui s'appelle la Villa Origène, et donc qui est en fait un centre d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale en psychiatrie, et donc qui fait écho en fait à ce qui a été évoqué lors de l'intervention précédente à cette table ronde, notamment autour de l'action de case manager, puisqu'en fait ce centre de réhabilitation, donc qui a reçu des missions en fait récemment l'année dernière sur les interventions précoces, donc du coup en fait utilise vraiment la technique des case managers, et donc il y a une équipe médicale qui est restreinte, mais par contre une équipe infirmière très dense, on va dire, donc il y a beaucoup de soignants et qui sont tous formés au case management, et donc leur mission est vraiment du coup d'être dans cette optique de pouvoir bilanter les patients de façon non sectorisée pour ce qui concerne les troubles émergents psychiatriques, mais aussi du coup de travailler avec les patients sur des projets de soins personnalisés, sur des délais en fait à définir avec le patient, donc plus ou moins longs, et en général en parallèle donc soit se substituant pour un temps, soit en parallèle en fait d'un suivi, et le temps en général de mettre en place un suivi adapté. Donc c'est vraiment une logique de réhab. Et donc on a commencé à créer cet échange sur le constat en fait des liens un peu distendus en fait avec le temps entre les services de psychiatrie et d'addictologie sur le CHU de Nîmes, en se disant mais il faut que le dialogue commence quelque part, on va dire, et donc on va créer un staff psychiatrie et addicto
Et donc, avec la Villa Origène, mais tout en invitant en fait l'ensemble du personnel du pôle de psychiatrie, enfin des médecins en tout cas, et donc en lançant systématiquement les invitations pour ce staff, donc sans restriction, en se disant que ça allait susciter peut-être de l'intérêt et peut-être avoir un impact sur les prises en charge. Notre objectif en fait à la création de ce staff, c'était tout simplement en fait d'avoir des discussions cliniques dans une optique déjà d'acculturation réciproque, addictologique et psychiatrique, mais aussi de facilitation des échanges autour des situations cliniques et pour nos patients, et puis vraiment dans cette optique de coordination du parcours de soins pour les patients complexes qui présentaient des pathologies duelles. Alors, ce que je souhaitais faire, c'était vous présenter l'histoire d'un patient, puis après je reviendrai sur les limites de ce dispositif, parce que rien n'est parfait, donc en essayant d'être le plus rapide possible. Donc je voulais vous présenter le cas d'un patient qui s'est présenté à ma consultation d'addictologie, donc pour un trouble lié au jeu de hasard et d'argent, parce que j'ai eu une consultation fléchée sur les addictions comportementales, donc à la consultation hospitalière du CHU de Nîmes. Un patient de 42 ans qui en fait m'explique d'emblée, dès la première consultation, qu'il vit avec un trouble bipolaire mais qui n'est pas actuellement traité. En fait, qu'il a été hospitalisé environ 4 fois depuis ses 21 ans, à chaque fois pour des accès maniaques. Donc la première fois, donc un premier épisode, puis donc sans forcément avoir traitement de fond, un deuxième épisode où a été mis un traitement de fond, puis en fait 2 autres fois où il a arrêté ses traitements, notamment une fois où il avait déménagé en Allemagne, et à chaque fois en fait il y a eu une décompensation maniaque avec des éléments délirants, mégalomaniaques et persécutifs vraiment très francs qui ont abouti à une hospitalisation. Et le patient a développé vraiment une crainte en fait de la décompensation délirante. Il reste très traumatisé en fait par ces épisodes, par son état et par les épisodes de soins en institution. Mais donc après avoir essayé plusieurs thymorégulateurs, donc la kétiapine, la Dépakote, en fait, on lui a proposé un traitement par Abilify, alors qu'il présentait déjà une dépendance au jeu de hasard et d'argent, donc ce qui constitue en fait une contre-indication, mais qui est peu connue par les psychiatres. Donc je profite pour remettre cette information au goût du jour. Enfin voilà, pour votre connaissance, si jamais vous ne l'aviez pas en tête, donc sur l'Abilify, dans la RCP produit, donc il y a une contre-indication formelle pour les personnes qui ont une addiction au jeu de hasard et d'argent, parce que en fait l'aspect agoniste partiel de l'Abilify, de l'aripiprazole, en fait fait que du coup ça se comporte comme un agoniste dans certaines zones cérébrales et chez certains patients, et du coup ça décompense en fait l'addiction au jeu, voire ça provoque. Et donc ce patient m'explique très clairement qu'il a vu clairement en fait un lien très direct entre sa pratique de jeu qui s'aggravait sur les périodes où il était sous Abilify, donc sous les périodes où il n'était pas sous Abilify, où ça s'améliorait, mais en fait malheureusement il ne tolérait pas les autres traitements, et à chaque fois il a décompensé quand il a arrêté ses traitements. Donc il se trouve dans cette configuration où là il est un peu blasé, on va dire. C'est vraiment la présentation qu'il a, en se disant en fait là je dépense tout mon argent dans le jeu, j'ai une qualité de vie vraiment lamentable, même si donc c'est un monsieur qui est bien inséré, il vit conjointement avec sa compagne, travaille pour sa belle-mère qui travaille dans un MA, donc il fait un peu tout le bricolage, etc., même si son emploi n'est pas déclaré, mais ça lui convient tout à fait, et il a un logement stable. Mais voilà, il passe tout son temps libre dans le jeu, et vous savez comme ça peut dégrader la qualité de vie. Donc ce patient est un peu blasé parce qu'il ne trouve pas d'alternative en termes de traitement, mais par contre il n'a jamais essayé le lithium. Donc il me dit qu'en fait ces derniers temps, la consultation, son suivi psychiatrique, notamment depuis le Covid, en fait c'est des téléconsultations mais minimalistes, où en fait son psychiatre, enfin en tout cas c'est son vécu, n'écoute pas vraiment, ça dure 2 minutes et on lui fait une ordonnance, et qu'il n'a pas pu mettre en place un autre suivi psychiatrique plus satisfaisant. Donc sur ces considérations, donc en fait j'aborde avec lui directement cette problématique dont il a bien conscience par rapport à l'aripiprazole, et la nécessité de reprendre un suivi psychiatrique chez ce patient qui vit avec une maladie chronique. Il met en avant aussi la difficulté d'avoir un rendez-vous en CMP, et que là du coup il n'a pas trouvé d'alternative à part cette téléconsultation, et il me dit aussi d'emblée qu'en fait il ne souhaite pas que j'essaye de bouger son traitement en ambulatoire moi-même, parce qu'à chaque fois il est vraiment traumatisé par les décompensations délirantes, et il a vraiment trop peur en fait que même un changement, un relais en fait le mette en difficulté. Donc je lui propose en fait qu'on staffe son dossier au staff psy et addicto. Et donc ce qu'il accepte rapidement, dans l'idée en fait de négocier une hospitalisation programmée en psychiatrie pour changer le traitement dans un environnement suffisamment sécurisé pour lui, et que ça soit acceptable du coup de changer, de tenter un changement de traitement, notamment une mise sous lithium.
Donc c'est ce qu'on fait, on staffe le dossier et donc le staff nous permet déjà d'avoir un autre avis, donc plus du côté psychiatrique, donc qui est moins ma clinique directe, on va dire, même si je suis psychiatre addictologue, et donc du coup de façon collégiale de poser l'indication d'une hospitalisation programmée et de faciliter le lien surtout avec les responsables de l'unité d'hospitalisation complète sur les troubles thymiques. Donc du coup c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on décide de faire pendant le staff et c'est ce qu'on programme, et donc effectivement on arrive à programmer une hospitalisation. Donc ce qui n'est pas forcément évident parce que du coup les services de psychiatrie ne fonctionnent pas forcément sur des soins programmés, en fait on va programmer une hospitalisation. La majorité des hospitalisations, en tout cas sur le CHU de Nîmes, elles sont plutôt en provenance des urgences et donc il n'y a pas forcément cette culture de programmer une hospitalisation, ce qui est tout à fait différent de notre culture en addicto où on ne fait que programmer des hospitalisations entre guillemets. Et puis donc du coup, évidemment, l'objectif, ça sera le sevrage parce que ce patient, je ne vous en ai pas parlé, mais il a aussi un problème de cocaïne. Donc d'arrêter le jeu, d'arrêter la cocaïne, de changer le traitement et de reprendre un suivi psychiatrique en CMP. Donc on fait ce changement de traitement, il est hospitalisé, il sort, il n'y a pas de décompensation délirante. Par contre, je le vois 3 semaines après sa sortie. Et en fait, il y a un fléchissement thymique. Donc, du coup, le patient, il a baissé lui-même le lithium parce qu'il se sentait sédaté. Et en fait, rapidement, du coup, il y a l'apparition d'une symptomatologie dépressive sans éléments délirants, mais il pleure, il est hypersomniaque, il a constaté une perte de l'élan vital, il n'est pas suicidaire. Et donc là, du coup, c'est aussi pour ça, je vous présente la situation parce que du coup, il y a plein de questions qui se posent. Du coup, moi, je reçois le patient, mais il vient d'être vu au CMP, mais on n'a pas bougé son traitement. Et donc, du coup, le patient, il est déprimé. Et donc, du coup, je prends sur moi d'augmenter, enfin, de modifier son traitement en attendant son prochain rendez-vous au CMP et de faire un mot pour dire que, du coup, j'ai pris sur moi de bouger un peu le traitement. Et puis, je le revois très rapidement à 15 jours. Et donc, le patient est toujours abstinent et son humeur a commencé à remonter. Et après, c'était les vacances. Et donc, je n'ai pas encore de nouvelles de ce patient. Donc, j'espère qu'il va bien. Mais je trouve que c'est intéressant de vous montrer aussi des cas cliniques en cours. C'est-à-dire, on n'a pas la réponse, quoi, parce que les situations évoluent. Donc, les limites, en fait, parce que j'ai à nouveau, je crois, presque dépassé. Enfin, ça y est. Donc, c'est qu'en fait... il y a des limites sur les... Donc, on n'a pas les mêmes cultures par rapport au fait de programmer ou pas les hospitalisations, mais il y a des choses qui sont possibles à mettre en place, donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais ce cas-là a fonctionné. On a aussi essayé de programmer d'autres hospitalisations et nos patients ne sont pas venus parce que nos patients en addictologie... Du coup, c'est difficile d'attendre, c'est difficile de changer aussi, de passer de l'addicto à la psy. Et donc, en fait, on a eu aussi plusieurs fois, 2 fois notamment, des hospitalisations qu'on avait programmées et les patients n'ont pas accepté les dates proposées par la psychiatrie. Donc, du coup, c'est pas la réponse à tout. Et puis, il y a une ambivalence, évidemment, qui est tout à fait, qui fait partie de la clinique sur les soins qu'on propose. Ça nous a permis aussi, en fait, donc ce staff au-delà de la programmation des hospitalisations, en fait, de resserrer les liens. Et donc, on constate à 6 mois de la mise en place de ces staffs, de plus en plus de sollicitations directes de la psychiatrie pour faire des consultations donc addictologiques pendant les temps d'hospitalisation. Et donc, on a aussi décidé de se déplacer dans les services de psychiatrie plutôt que de faire venir les patients à la consultation d'addictologie pendant qu'ils étaient hospitalisés. Et donc, on voit que les liens se resserrent quand même. Ça a aussi abouti au développement de formations réciproques du XAPA vers la Villa Origène et vice-versa, donc pour renforcer cette acculturation. Et donc, il y a de nombreuses initiatives qui se mettent en place et finalement qui concernent aussi des gens qui n'assistent pas au staff, mais qui en entendent parler et qui, du coup, développent un intérêt pour la clinique réciproquement, d'addicto et de psychiatrie. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci pour le respect du temps. Je rappelle que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure durant les présentations. Oui. Donc, Et je voulais juste rappeler aussi que quand il y a une maladie de Parkinson et qu'on prescrit la levodopa, un des effets secondaires probables, c'est l'addiction au jeu d'argent, les jeux d'hasard. Là, c'est bon? Donc, je disais que quand il y a une maladie de Parkinson et qu'on prescrit la levodopa, un des effets secondaires probables, ou possibles, de la levodopa, de traitement par levodopa, c'est l'addiction au jeu d'argent.
Bon, merci beaucoup. Et du coup, je vais continuer. Docteur Federico Caro, psychiatre addictologue à Perpignan, hôpital de Tuire et au XAPA. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Cette journée est très, très intéressante, très enrichissante pour moi et j'espère que pour vous aussi. Je voudrais savoir qui travaille en addictologie ici. Levez la main. Ouais. Ah, je pensais que c'était plus. En fait, je pense que c'est important de penser. Pour moi, la pathologie duel, c'est la majorité, la grande majorité des patients en psychiatrie. Et on ne peut pas prendre en charge en psychiatrie les patients si on ne prend pas en charge ces addictions. Et je me rappelle toujours de mon prof de sémiologie quand j'étais externe en médecine qui me disait « Si tu n'as rien trouvé, c'est que tu ne l'as pas bien examiné. » Donc, si les patients psychiatriques, vous ne trouvez pas l'addiction, c'est parce que vous ne l'avez pas cherché. Donc, là, je vous présente un cas d'une dame de 45 ans, psychotique chronique, résistante sous clozapine, que je suis encore en hôpital de jour, qui part en cure d'amaigrissement en février 2021. Et elle a arrêté de fumer. C'était un miracle. Et parce que dans les contextes, en psychiatrie, on peut encore fumer, même si c'est interdit, mais là-bas, ils lui ont dit, non, tu ne peux pas fumer. Donc, ils ont mis un patch et on l'a empêché de sortir pour fumer. Et la clozapinémie a explosé. Donc, dès 583 millimoles par litre, on est passé à 1430, c'est-à-dire plus de double de ce qui est la norme. Donc, c'était presque des doses toxiques. Et donc, la patiente était là-bas, moi je n'étais pas au courant, et c'est plus tard que j'apprends qu'ils se sont beaucoup inquiétés, ils ne sont pas baissé la clozapine pour autant, mais on ne savait pas pourquoi, et à l'époque, moi je ne comprenais pas non plus. C'est plus tard, donc en mars 2021, qu'elle revient chez elle, et elle reprend sa consommation de cigarettes, mais pas autant comme avant, parce qu'elle était à 40 cigarettes par jour. Elle passe à 10 par jour. Et là, la clozapinémie commence à baisser, à la même posologie de clozapine. Donc, il y a un lien direct entre la consommation de tabac et la concentration de la clozapine. Donc là, je reprends la main sur le traitement, je commence à baisser le traitement. Il faut aller doucement avec la clozapine. Et à 400 mg par jour, on est à 821, mais 20 cigarettes par jour. Et là, dernièrement, elle est plus ou moins stabilisée avec une posologie de 300 mg par jour et 20 cigarettes. Donc, c'est important d'aider nos patients dans la diminution du tabagisme, mais il faut prendre conscience aussi des changements qu'il peut avoir au niveau du métabolisme des médicaments. Et la clozapine, donc, il y a une induction par le tabac d'un cytochrome spécial qui fait qu'il y a un métabolisme plus important, donc, et il y a plus de clozapine. Il y a moins de clozapine disponible quand on fume. Il y a plus de clozapine disponible si on diminue le tabagisme. Si vous avez un patient psychotique chronique sous clozapine qui ne va pas bien et qui, malgré les fortes posologies de clozapine, ça ne fonctionne pas, aidez-les à diminuer le tabagisme. Et il y a des facteurs liés à l'hygiène de vie, la consommation de café associé, etc., bien sûr. Et là, je ferai passer les diapos, mais c'est pour que vous voyez qu'il y a des interactions médicamenteuses, bien sûr, entre la clozapine et le café. Plus on boit du café, plus on a de clozapine. La ciprofloxacine, l'érythromycine, donc des antibiotiques. La fluoxétine aussi. La fluoxamine, c'est un médicament antidépresseur qu'on peut utiliser pour potentialiser l'action de la clozapine. Si vous avez des forts dosages, des fortes posologies de clozapine qui sont peu efficaces, on peut diminuer la posologie en rajoutant de la fluoxamine. Et l'oméprazole, c'est un médicament qui est très prescrit, mais bon, nous, psychiatres, on ne regarde pas trop ce qu'ils ont à part les psychotropes, mais les patients souvent vont se retrouver avec ce type de médicaments. L'oméprazole diminue fortement la clozapinémie, par exemple.
Et là, on retrouve le tabac, donc, qui va diminuer jusqu'à 75% de clozapinèmie quand il y a de fortes consommations de tabac. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a toujours des interactions entre les addictions et les médicaments. J'ai un autre cas clinique d'une femme de 47 ans qui divorce, qui reste à la maison, qui continue à travailler, s'occuper de ses enfants. Au fur et à mesure, elle commence à avoir de l'insomnie, des fatigues. Elle ne veut pas rentrer à la maison et elle sait que ça lui attend une deuxième journée de travail très importante, très costaud, parce qu'il faut s'occuper des enfants, les devoirs, les bains, et puis faire à manger, puis préparer le lendemain. Et elle va se coucher très tard. Donc pour commencer à décompresser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit un petit verre de vin, un petit verre de whisky pour décompresser. C'est toujours d'actualité. Ou les benzos. Parce qu'il y a toujours dans les sacs à main, statistiquement parlant, il y a une personne sur 10 qui dans son sac à main a une benzo. Sac à main. Et les benzodiazépines, pardon, hein, c'est des médicaments qui sont très largement prescrits, très largement utilisés, très largement banalisés. Et les benzodiazépines, le premier verre d'alcool, c'est quelqu'un de la famille qui vous l'a donné. Tiens, mon garçon, pour devenir un grand, tu vas prendre de l'alcool. Et la première benzo, c'est la grand-mère qui voit la petite fille qui est un peu inquiète parce qu'elle passe un examen. Avant de prendre l'avion, avant un entretien important, un petit quart de Lexomil, ça fait rien, ne t'inquiète pas, et c'est comme ça que ça commence. Donc, on va se retrouver avec une dame qui commence à consommer alcool et benzo, qui va voir une augmentation de la consommation d'alcool. L'alcool agit sur quel récepteur du cerveau? Les GABA A. Et les benzo? Les mêmes, les GABA A. Donc, il y a une corrélation immédiate. Si on prend un verre de whisky, c'est comme si vous prenez un Valium 10. Si vous prenez un Seresta 50, c'est un verre de whisky. Donc, ce que j'invite à réfléchir, c'est quand vous prescrivez des benzos, c'est comme si vous donniez de l'alcool. Et là, on va enchaîner, donc le patient dit, mais je ne bois pas le matin, docteur. Ok, mais vous prenez un Lexomil. Ah, ok. Et il ne se rend pas compte parce que Lexomil, il est prescrit. Du coup, on va avoir le phénomène de tolérance qui apparaît avec une augmentation de consommation soit de benzos, soit de l'alcool, jusqu'à arriver à des posologies importantes des médicaments ou des consommations d'alcool très fortes. Donc, est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques ou liées au contexte qui font que l'alcool et la dépression sont ensemble? L'effet anxiolytique et somnifère de l'alcool, ça fonctionne comme les benzos, hein. C'est des bons anxiolytiques, c'est des bons somnifères, sauf que, évidemment, il y a un phénomène d'intolérance et par la suite, il va avoir des complications. Et la dépression et les troubles psychiatriques les plus associés à l'alcoolodépendance, il y a une augmentation du risque suicidaire et la comorbidité empire les pronostics parce que on se renvoie la balle, le psychiatre renvoie vers l'addictologue vers le psychiatre et ainsi de suite. Et je me retrouve donc avec des ordonnances comme celle-ci où j'ai Prozac 23 par jour, Noctamide 2 au coucher, Temesta 2,5 1 au coucher, Lexomil 3 par jour, plus un Stilnox. Ouais, c'est pas génial. Et donc il faut dire aux patients que même si c'est un psychiatre qui a prescrit, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, que selon les recommandations, il ne faut pas plus d'un benzo sur l'ordonnance, qu'il ne faut pas que ça dépasse 4 semaines, etc. Mais bon, aussi, il faut que les collègues le comprennent, qu'ils arrêtent de prescrire autant. Et les troubles cognitifs chez l'alcool-dépendance sont évidents. On voit que les patients, ils se détériorent petit à petit et qu'ils n'arrivent plus à se rendre compte combien il est malade et combien il faut arrêter de boire pour récupérer. Les consommateurs chroniques de benzodiazépines, les 50% vont développer des démences. Donc, ce que je dis aussi aux collègues, hein, vous voulez qu'il ait l'Alzheimer, votre patient,
Non, ah bon, bah, il faudrait peut-être diminuer les benzos et les arrêter. Et la dépendance va générer plus d'anxiété. Plus de benzos on donne, plus le patient va être anxieux par la suite. Et donc, toujours imaginer, c'est ma façon de voir aujourd'hui, si vous donnez un Lexomil, c'est comme si vous lui donnez un verre de whisky. Les recommandations de bonnes pratiques pour les benzos, maximum 8 semaines de prescription. Si on fait 12, il faut faire un sevrage compris. Pas plus d'une benzo à la fois. Certes, il y a des benzos qui sont connus comme somnifères, donc il y a l'ormatazépam, le Temestal, Avlan, Noctamide, etc., qui sont connus plus comme des somnifères, mais c'est toujours des benzos. Et les demi-vies courtes sont plutôt pour les personnes âgées. Il faut se rappeler des risques confusionnels chez les personnes âgées. Il faut penser au sevrage. Dès la prescription, prévoir l'arrêt. Il faut dire aux patients que c'est un médicament qui génère une dépendance et qui est finalement, à la fin, devient nocif. Donc il faut prévoir l'arrêt avec les patients. C'est la même chose pour les apparentés, les opiclones zolpidem, Stilnox et Imovan. Je vous rappelle que le zolpidem, le Stilnox, c'est un stupéfiant. Et le récepteur, donc, sur le GABA, qui est comme l'alcool, il y a une interaction évidente. Il y a une petite exception, pathologie chronique résistante, schizophrénie, trouble anxieux chronique, l'épilepsie et en fin de vie. Mais bon, avant d'arriver en fin de vie, je pense qu'il y en a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Merci docteur Federico Caro Rojas pour ce cas clinique et cette illustration autour des interactions médicamenteuses. Donc je vous laisse la parole, c'est le DAC 11 et le COM 60. Donc vous allez nous parler d'un dispositif innovant. Donc voilà, on est impatient de... Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe Oui. Non. Donc pas de questions, on peut enchaîner. Donc, bonjour tout le monde, je suis David Cerdera, je suis coordonnateur du SAVS SAMSA APF France Handicap et de la communauté 360 de l'Aude. Bonjour, je m'appelle donc Brigitte Albert. Je remercie déjà Manon de nous avoir demandé d'intervenir sur la Haute-Garonne pour justement vous présenter une expérience de travail, je dirais du travailler ensemble sur un territoire donné qui est le département de l'Aude, donc sur des dispositifs qui sont quand même très récents aussi. Donc peut-être même d'entre professionnels, les gens ne connaissent pas forcément, puisque nous, on a une antériorité qui est à peine d'un an, la communauté 360 un petit peu plus. Alors je vais juste quand même essayer d'être rapide, parce qu'en fait je suis assez bavarde, et que j'avais en plus préparé juste un petit diaporama, mais qui était prévu pour 20 minutes et pas 10 minutes. Donc je vais essayer quand même d'être très synthétique. Pardon. Voilà, en fait, quelque part, donc... ce sont des dispositifs, en fait, voilà, notamment donc les fameux DAC, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont des dispositifs d'appui à la coordination, et les communautés 360, donc, qui sont là pour des situations de handicap, et notamment la particularité que nous avons tous les deux, c'est que nous sommes deux dispositifs existants sur le territoire, et que, bon, ben voilà, on a eu l'envie de travailler ensemble, parce qu'en fait, on s'apercevait que les situations qui nous arrivaient pouvaient être à la fois communes, ou travailler de façon conjointe, pour pouvoir, on va dire, essayer de faire des accompagnements au mieux. Donc, en fait, le dispositif d'appui à la coordination, c'est en fait un regroupement de plusieurs dispositifs qui existaient avant, notamment des réseaux, des mayas, des choses comme ça. Donc, nous avons un numéro unique, autant l'un que l'autre. Et essentiellement, nous sommes fléchés pour répondre à des professionnels de santé en difficulté.
et notamment donc sur des situations très complexes. Un petit peu comme tout à l'heure, les exemples qui ont été donnés, nous arrivons donc à suivre ces usagers, parce que pour nous, c'est presque pas des patients, hein, ce sont des usagers qu'on accompagne au bénéfice en fait, des professionnels qui sont dans de très grandes difficultés. Donc David, il lui est spécialisé sur le handicap, et nous plutôt sur tout âge, toute pathologie. Mais vous comprenez bien qu'en un an, on ne peut pas se permettre de dire qu'on fait de tout âge, toute pathologie. Hein. Voilà, on est expert en rien, on travaille en subsidiarité, donc aussi avec les personnes qui travaillent sur les territoires et qui ont déjà la connaissance un petit peu et l'expertise. Donc je m'excuse, j'avais fait un état des lieux, mais je pense que l'état des lieux dans tous les départements se ressemble un peu. Hein. Et ce qui vous intéresse le plus, en fait, c'est tout ce qui est fléché par un manque évident de psychiatres sur le département de l'Aude, des situations qui nous viennent en boomerang d'addicto, beaucoup, de psychiatrie, et où les professionnels se retrouvent en extrême difficulté, notamment au niveau des domiciles. Parce que là, nous, on est surtout versus domicile et non pas institution. Donc les services d'urgence aussi qui sont fragilisés dans la mesure où il y a des files d'attente importantes et notamment dès qu'il y a des entrées en fait de problèmes psychiatriques, de problèmes de précarité liés et beaucoup d'addictos. Donc voilà, en gros ce que nous avons sur le territoire audois. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ces dispositifs qui existaient mais qui dans le fond commençaient à travailler, déjà on s'est rencontrés. Et le fait de se rencontrer physiquement et de comprendre un petit peu les missions des uns et des autres, ça nous a permis tout simplement de décider aussi à travailler ensemble. Donc, vous voyez, l'initiative n'est pas très ancienne, hein, elle date de novembre 2022. Le DAC travaillait essentiellement avec l'ORU. L'ORU, en fait, c'est un dispositif aussi qui est sur les départements, qui est l'Observatoire régional des urgences. Donc, ce sont des coordinateurs qui travaillent avec l'ARS, qui ont été, on va dire, enfin, ça s'est monté au niveau quand il y a eu le Covid, pour voir les états capacitaires, en fait, des lits au niveau sanitaire et médico-social. Donc, une grande importance aussi, quand on fait des accompagnements à domicile, à un moment donné, d'ouvrir les portes aussi du sanitaire, ou bien, du moins, de faire du lien domicile-hôpital. Donc l'idée, quand on a commencé aussi à voir les premiers cas qui sortaient et qui encombraient aussi, parce qu'on peut parler d'encombrement, puisqu'en fait ils en appellent ça des bed bloqueurs sur les hôpitaux, c'est-à-dire c'était toujours des situations de très grande complexité et de précarité, liées soit à l'handicap, soit à l'addicto, soit tout était, et la psychiatrie. Donc l'idée, évidemment, c'était de se dire, écoutez, à un moment donné, seul on ne peut pas le faire, on ne peut pas travailler. On ne pourra jamais aider un professionnel en place si on ne connaît pas et si on n'a pas l'exhaustivité aussi des aides et des soins qu'on va pouvoir lever, si vous voulez, pour accompagner. Donc l'idée, ça a été tout simplement de se réunir, donc le DAC, la communauté 360 et l'ORU dans un premier temps, pour voir comment on pouvait faire sur ces situations et s'entraider, soit d'ouvrir des portes vers le sanitaire, soit d'aller sur du handicap spécifique, soit autre chose. Parce que chaque situation est unique, mais à un moment donné pose vraiment de réels problèmes sur les territoires. C'est des effets boomerang, on va dire. Soit ils arrivent par la porte de la COM 360, soit par la porte de l'ORU, soit par la porte des hôpitaux, soit par le DAC. Donc, à un moment donné, l'intelligence fait que, plutôt de faire taper les professionnels à 50 000 portes, c'est qu'en fait, ils arrivent sur un numéro, et nous, on redispatche, et on évite au moins cet empilement, ce millefeuille, et surtout cette illisibilité. Voilà, sans aucune prétention aussi, parce qu'en toute humilité, nous venons de vous présenter un petit peu cette expérience de travail. Donc on organise des réunions à peu près 2 fois par mois. On s'y tient, c'est pas évident avec les contraintes d'agenda, mais on y arrive. Donc en fait, ce qui nous rassemble aussi, c'est qu'à la fois on a une stratégie donc, de coopération sur l'ensemble du territoire, qui est le département. Si David veut dire un mot, parce que je ne veux pas polariser quand même. Alors, tous les deux, en fait, quelque part, nous faisons à la fois de l'appui à la coordination avec des guichets uniques
Et donc, si vous voulez, on reçoit des appels. Il y a des assistants de parcours qui font déjà un petit peu l'évaluation de ce qui se passe. Soit ils orientent, soit ils reviennent sur les dispositifs existants, soit voilà, ils participent au maintien à domicile. À ce moment-là, ils font le relais vers des coordonnateurs de parcours. Et donc, ces coordonnateurs de parcours vont très souvent faire une analyse et une évaluation sur les domiciles, font les retours au médecin traitant ou vers le professionnel qui les a orientés. Donc, et en troisième intention, les missions aussi qui nous sont très communes, c'est pour ça aussi qu'on a eu la volonté de travailler ensemble, parce que quand les missions sont aussi similaires, on se dit dans le fond, pourquoi travailler chacun dans son coin? À un moment donné, c'est peut-être plus intéressant d'être à plusieurs. Et donc, on coordonne, nous aussi, donc, les situations complexes, et à la fois, on sert aussi d'observatoire sur le territoire. Et c'est extrêmement intéressant pour au moins analyser les ruptures de parcours, quelles sont-elles, pouvoir améliorer aussi nos façons de travailler. Donc, on traite essentiellement de situations de maintien à domicile qui sont très très fragiles, ou même de situations, on va dire, de gens de la rue, puisqu'on travaille aussi avec le SIAO, SOS Logement, voilà. Les situations sont évidemment des situations de très gros clash avec d'énormes ruptures dans les parcours. Des gens aussi qui sont très très connus aussi sur le département et qui tournent de dispositif en dispositif, mais qui quelquefois aussi, voilà, les portes se ferment assez systématiquement, un petit peu comme a été décrit certaines situations. C'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Mais donc à un moment donné, on est quand même bien embêté. Donc des situations sociales très complexes, du handicap, des troubles donc, psychiatriques, malheureusement aussi beaucoup de troubles psychiatriques, on va dire, qui sont dans le fond, qui ne sont pas identifiés, parce qu'il n'y a pas de diagnostic posé aussi. Ça, c'est aussi une très grosse problématique sur les médecins et notamment pour les patients, les usagers, mais aussi les familles aussi, de ne pas savoir dans le fond si vraiment ça relève de la psychiatrie ou pas, hein. Voilà, et c'est pour ça qu'on a fait rentrer l'USAP. L'USAP, en fait, c'est l'Union sanitaire sociale de l'Aude qui, en fait, est la filière, on va dire, identifiée sur tout le département pour s'occuper de la psychiatrie. Et donc l'idée a été de travailler conjointement avec le coordonnateur des situations complexes de la psychiatrie, pour travailler avec nous, parce qu'en fait, on s'apercevait que les usagers faisaient la boucle. Un coup, ils étaient sur la psychiatrie, un coup, ils étaient sur les domiciles, un coup, voilà. Et donc, l'intérêt, c'était, à un moment donné, de mailler de telle sorte qu'on arrivait à travailler sur un parcours de partenaires. Donc, on a quand même essayé aussi de rendre lisible aussi cette organisation de travail, parce que tout ça, c'est du travail illisible. Et on va dire... voilà, pour le rendre lisible, on a mis en place des outils de traçabilité, une fiche de recueil pour au moins suivre un logigramme de travail, hein, sur le qui fait quoi, et avoir aussi le suivi de l'activité. On en est maintenant quand même à travailler sur une proposition de formalisation en convention. Alors dans les premiers cas complexes, évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, ça a été beaucoup au niveau du MCO et des SSR avec des bêta-bloqueurs. Voilà, mais on peut passer sur cette diapo parce que je vous l'avais dit tout à l'heure. Là-dessus, voilà, on a essayé donc de pérenniser aussi ces réunions, hein, parce que vu le nombre de situations, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus demandé, de plus en plus, on va dire, identifié sur le territoire pour pouvoir répondre et aider à l'ensemble des professionnels. Devant le nombre de situations aussi, voilà, on a souhaité mettre en avant tous les travaux aussi pour pouvoir aussi les présenter aux personnes qui veulent travailler avec nous, quoi. Les outils, moi je reviendrai juste sur un outil qu'on a en particulier au niveau de l'Occitanie, c'est qu'on a l'outil SPICO, quand même, qui est un dossier partagé, qui à terme pourra servir aussi de dossier médical partagé, que en principe tous les dispositifs de coordination ont, et donc voilà, c'est aussi une façon aussi de faire un partage, on va dire aussi extrêmement sécurisé des données qu'on peut rentrer et d'avoir un suivi.
Et bien évidemment, nous sommes en train de monter un observatoire des ruptures de parcours. C'est en cours de travail. Voilà, juste pour après vous dire où on en est un petit peu. Au niveau des forces, les forces de ce genre de dispositif et on va dire de travail commun, c'est aussi de répondre à une forme de souplesse dans l'organisation et de devenir un peu des dispositifs agiles, on va dire. Donc l'intérêt aussi, c'est que ces projets, quand ils sont co-construits, comme ça, en amont, pensés ensemble, on arrive à quand même avoir de bons résultats. Bien que pour l'instant, on n'en est pas à faire des analyses de services rendus. Mais ça va venir assez rapidement d'ailleurs. Bon, l'intérêt aussi, c'est de rendre lisible un petit peu ce qui se passe sur les territoires. Voilà, c'est la valeur ajoutée aussi, c'est aussi de s'adapter et d'avoir de la polyvalence, de la fluidité entre services, parce que le fait de travailler ensemble, ça ouvre énormément de portes, et notamment ville-hôpital. Moi, je tiens beaucoup à ça, parce que dès qu'il y a un problème de santé, la ville ne peut rien faire sans l'hôpital, et vice-versa, il faut avoir ces regards croisés, je pense, pour pouvoir améliorer les parcours des usagers. Bon, évidemment, la force d'une organisation territoriale entre la psychiatrie, le handicap, le pur sanitaire avec l'ORU et les DAC, voilà, ça permet quand même de faire avancer certaines situations. On ne les résout pas toutes, on n'est pas non plus... voilà, mais on y arrive. Le travail conjoint, c'est la plus-value que ça donne quand même. Le déploiement des outils en e-parcours. Et évidemment aussi cette notion de parcours, parce qu'on voit beaucoup aussi des gens qui travaillent assez seuls, et ça paraît impensable en 2023, maintenant face à des situations aussi complexes, de travailler seul. Enfin, voilà. Le gros travail qu'on fait aussi avec les CPTS, le SIAO, le SOS Logement, parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, c'est mettre à la boucle un peu tout le monde. On a aussi créé une antenne au niveau de Narbonne, parce que nous avons une grosse, on va dire, partie de la population précaire addicto-psy sur l'est du département, notamment sur la zone littorale. L'héliotropisme favorise énormément aussi des populations en errance. Et donc, on a réussi à se rassembler aussi et à mettre un local partagé entre intervenants. Donc il y a la CPTS, les MSP qui viennent régulièrement travailler avec nous. Et le fait de travailler ensemble, ça fluidifie énormément on va dire la communication. Merci beaucoup. Désolé, on est un peu pris par le temps. Merci à tous les intervenants pour ces retours d'expérience. Je sais qu'il y a d'autres modèles qui fonctionnent, donc n'hésitez pas à les partager avec nous. Et je cède la place à Manon et Romain. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Il y a une question là-bas. Excusez-moi de prendre la parole à nouveau. C'est-à-dire c'est passionnant. En tant qu'ancien consommateur, je me pose cependant une question, j'entends parler de psychiatrie, de chimie, et ça m'angoisse un peu parce que on parle aussi d'hypersensibilité parfois, chez tout un tas de gens, hein. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas sans arrêt en train de psychiatriser nos émotions, nos petites déviances qui sont normales, enfin qui sont humaines en fait, hein. Et donc, ce que je trouve très positif, c'est cette histoire des liens que vous tissez entre vous, parce que les personnes addictes sont justement en carence de liens. Et du coup, le fait que vous montriez l'exemple en tant que professionnel, très certainement, ça peut, en tout cas, nous aider. Voilà, c'était la question que je me pose également, c'est peut-on vivre sans substance psychoactive ou est-ce qu'on doit absolument s'y accommoder, ce qui me fait peur parce que ça ressemble à une adaptation
à un monde violent, à un monde de la vitesse, à un monde de l'exigence, et c'est un dopage en réalité aussi. Voilà. Donc je trouve qu'on s'enferme un peu dans la psychiatrie et dans la chimie. Je ne sais pas qui voudrait répondre. Oui, et de ma part, je pense que le moins de médicaments prescrits, mieux ça se passe pour les patients. Ce que j'essaye à chaque fois, c'est de diminuer les traitements, de faire des sevrages de benzo, de même arrêter les neuroleptiques quand il ne faut pas, suivre les bonnes recommandations, les recommandations de bonnes pratiques qui existent, même pour un épisode psychotique, même pour un patient schizophrène qui est stable depuis 5 ans, on peut essayer d'arrêter les neuroleptiques. Donc mon fonctionnement à moi, c'est essayer d'arrêter les médicaments. Oui, là-dessus je suis d'accord. Oui, merci pour votre commentaire. Je pense que si c'est ce que vous entendez de nos échanges, on s'est sûrement mal exprimé. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, c'est bien de le souligner. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, on n'est pas très bon en addicto. On est même assez nul, quoi. On a des taux de rechute énormes. Donc forcément, on s'interroge sur notre pratique en tant que médecin. En tout cas, moi, ça me fait m'interroger sur ma pratique, de me dire pourquoi je suis aussi nulle. Et donc, en fait, on sait du coup, parce qu'on a quand même des données scientifiques, et c'est tout l'intérêt de la recherche dans notre champ, qui est effectivement une discipline émergente, donc on n'a pas du tout toutes les réponses. Mais on identifie quand même de plus en plus qu'en fait, il y a des raisons pour lesquelles les gens rechutent, et c'est pas juste parce qu'on est nul, mais sûrement parce qu'on ne prend pas assez en compte certains facteurs de risque de rechute, notamment des vulnérabilités qui, pour certaines, sont soit par exemple des dimensions de fonctionnement, enfin des traits de fonctionnement pour lesquels on peut avoir des réponses de psychothérapie, et parfois qui sont en fait du registre du trouble psychiatrique constitué, et où pour le coup, moi, c'est ma responsabilité de médecin d'aider le patient du coup à mettre le doigt dessus, parce que j'ai une réponse à lui apporter qui peut être redoutablement efficace pour lui, pour qu'il ne rechute pas. Donc du coup, ça serait une perte de chance pour moi et en plus je ferais mal mon travail si je repère un trouble psychiatrique et que je partage pas ça avec mon patient et que je lui demande pas, ben voilà les options qu'on a pour vous aider sur ça, qu'est-ce que vous décidez qu'on va faire ensemble. Donc dans tous les cas, à la fin, c'est la collaboration, enfin en dehors, je veux dire, d'un moment où il y a une décompensation délirante, où là, du coup, le patient qui présente un trouble psychotique décompensé, bah, du coup, il est ponctuellement pas en état de donner son consentement, mais c'est un moment extrêmement court, en fait, dans une prise en charge et dans la vie d'un patient, même si ça peut le marquer pour très longtemps, et c'est aussi ce que j'ai expliqué dans le cas clinique que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure. Donc du coup, en tout cas, je pense que on a beaucoup parlé de médicaments, c'est vrai, parce qu'on sait à quel point, en fait, on ne fait pas les diagnostics. On le sait sur des très grandes cohortes, population générale. Et donc, mais ça ne veut pas dire, donc c'est pour ça qu'on insiste là, ça ne veut pas dire qu'en fait, tous les patients qui vivent avec un trouble addictif, en fait, ont un autre trouble mental associé qu'il faudrait prendre en charge, y compris de façon médicamenteuse. Mais par contre, c'est aussi notre responsabilité, du coup, de ne pas être source de perte de chance pour nos patients parce qu'on n'a pas fait notre job. Je ne sais pas si ça éclaire un peu ce que... Voilà. Mais après ça, il y a aussi plein de facteurs de risque qui ne sont pas des troubles mentaux constitués, mais qui sont plutôt, par exemple... qui sont une multitude de facteurs sociaux, de facteurs individuels autres, et pour lesquels, du coup, on va avoir des réponses sociales, des réponses de psychothérapie, des réponses de réhabilitation neurocognitive, parce qu'en fait, on sait que c'est des troubles cognitifs. Enfin, voilà. Donc là, la journée d'aujourd'hui, elle était focalisée sur la question. Alors forcément, ça gonfle le problème, quoi, mais peut-être c'est juste parce que c'était le topic, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions.